Bonjour à tous, bienvenue dans Mon Graouli à moi, l'émission qui, durant la trêve estivale, donne la parole aux passionnés du FC Metz. Aujourd'hui, il sera question de cheveux, pas les miens, bien sûr, mais aussi de Michele Padovano et plus globalement des années 90. Mon Graouli à moi avec Jean-Michel Farretra, ça commence maintenant. Bonjour Jean-Michel Farretra, on va se tutoyer parce que bien sûr Patrick, quand même. Voilà, en dehors du cadre de ce programme, donc évidemment. Voilà, on est entre nous. C'est une émission feel good, donc voilà. Jean-Michel, on te voit sur cette antenne dans une émission qui s'appelle Le Graouli Mag, où tu es présenté comme étant le coiffeur des stars. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est ce qu'on va voir en examinant ton CD. Tu as vu cette introduction? C'est bien vu, c'est bien vu. J'y vais du coup. Look mi-néo-hipster, mi-créateur de mode, peut-être un peu moins le cas aujourd'hui. Ça dépend. Ça dépend. Tu ne fais pas tes 55 ans, mon cher Jean-Michel, peut-être bien parce que le mouvement et l'envie de prendre la vie à bras-le-corps, ça conserve. Tu partais pourtant de loin, comme on dit, toi l'adolescent de Hayange qui ne voulait plus aller à l'école. C'est d'abord la sculpture qui t'anime, et oui, mais au final, ce sont les cheveux que tu vas façonner. Un peu par hasard au départ, lorsque tu effectues ton apprentissage dans un salon à l'ancienne, suivant la volonté de ta maman, par conviction, quelques années plus tard, quand le déclic s'opère au moment où tu t'exportes à Paris ou à Londres. À partir des années 90, tout explose pour toi. Tu es repéré par de grandes marques et parcours alors la planète, du Maroc au Japon, proposant tes formations et coiffant des célébrités mondiales grâce à une notoriété devenue internationale. De Barack Obama à Tom Cruise, en passant par Gigi Buffon ou Fabien 111. Je sais, c'était facile. Et ben moi, j'aimais beaucoup ce joueur. Voilà, fin de la parenthèse. Mais les voyages et la gestion de plusieurs affaires, ici en Moselle ou à Paris, eh bien, ça finit par user. Résultat, il y a 5 ans, virage à 57 degrés. Tu reviens à Metz, dans un salon où tu as débuté ta riche carrière pour y devenir résident. Exit les paillettes, les people et la jet set. Place à la rue Gambetta et surtout, à la Dolce Vita. Voilà, mon cher Jean-Michel. Ce virage, il y a 5 ans, effectivement, c'est fatigant de gérer plusieurs affaires. Tu avais fait un peu le tour de la question, tu avais envie de te recentrer sur ce que tu sais faire de mieux, après avoir parcouru le monde, avoir vécu beaucoup d'expériences. Il y a un moment dans la vie, tu as envie de partir sur autre chose. Il y a des gens qui partent totalement ailleurs, qui quittent le pays, qui font une autre vie. Alors, j'étais pas à ce point-là, c'était pas si fort, mais j'avais réellement besoin d'être plus paisible, parce que quand tu diriges plusieurs entreprises, il y a du personnel, il y a des charges, il y a des responsabilités. Et à un moment donné, tu fais moins ce que tu aimes faire. Et puis, quand tu as l'occasion de le faire, mais beaucoup plus paisiblement, tu sautes sur l'occasion. Un virage, oui, tranquille, pour avoir un peu plus de tranquillité. C'était ça l'idée. Et de qualité de vie. Qualité de vie, absolument. Globalement et très simplement, Jean-Michel, le gamin d'Hayange, fils de l'immigration italienne, enfant de l'immigration italienne, fils d'un soudeur d'une maman mère au foyer. Voilà. Est-ce que ce gamin-là, il est fier aujourd'hui de tout ce chemin parcouru? C'est évident parce que dans un parcours comme ça, où tu pars de rien, quoi. Et il y a eu des moments dans ma vie où tu te demandes si c'est la réalité. Est-ce que je me pince, quoi, tu vois? Quand tu te retrouves avec des gens que tu voyais à la télé, que tu te disais que tu les croiserais finalement, et qu'à un moment donné, ils t'appellent par ton prénom, ils te tutoient. C'est là que tu te pinces et que tu te dis, finalement, c'est plutôt pas mal en partant d'où je suis parti. Mais après, bon, c'est pas un aboutissement en soi. C'était pas mon objectif, moi, de coiffer des célébrités. Bon, à la limite, pour moi, tout le monde est une célébrité, même l'anonyme. Mais après, bon, quand tu les rencontres et que tu les croises et que tu viens un petit peu avec, ils t'apprennent pas mal de choses. Et c'est ce qui te fait grandir aussi et c'est ce qui te fait évoluer. Pareil, rapidement, mais explique-moi un petit peu ce déclic, ce flash pour la coiffure. Comment ça vient, d'où te vient cette idée en pratiquant dans ce salon un petit peu à l'ancienne, comme on l'a évoqué? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu pars là-dedans et tu te développes là-dedans? J'avais envie de créer des choses.
Alors que là, on parle coiffure, mais c'est une matière, le cheveu, donc j'aurais pu découper avec des ciseaux ou avec quelque chose de tranchant. On parlait de la sculpture. J'aurais pu faire autre chose. La pâtisserie me plaisait aussi dans toutes ses compositions, toute l'architecture. J'aurais pu faire aussi architecte, par exemple. C'est la création. La création, photographe, architecte. C'est la création qui m'a attiré. Après, le cheveu, pas le cheveu. À la limite, moi, l'idée, c'était de pouvoir faire des formes, des géométries avec une lame. Et puis après, je ne pensais pas spécialement fauteuil, coiffure. Après, bon, ben, on prend ça, c'est bien, ça me plaît, je crée des choses. C'est ça. L'idée, c'est la créativité. Et c'est ce qui t'a rendu heureux pendant toutes ces Oui, années et qui ça, continue de te rendre épanoui dans cet art. Mais alors, ce qui paraît étonnant, c'est de se dire qu'il y a une autre facette aussi. Oui. Chez ce garçon que j'ai en face de moi, bah, c'est le football. L'amour inconsidéré, immodéré pour le football et pour le FC Metz. Ce sang Grenat, Ouais, ça commence comment? Bah, le sang Grenat, je veux dire, ça commence, je dirais presque que je suis né avec. C'est mon père qui... L'héritage familial? Bah, c'est mon père. Sans plus. Mon père, il dit non, sans plus. Mais mon père s'intéressait au football et notamment, il parlait de Metz. Et j'étais très petit, mais je regardais avec lui les téléfoot de l'époque. Hein, comme je te disais en off, c'était avec les jingles, mais non, et puis j'attendais absolument Metz. Et puis c'était l'équipe avec André Ray dans les buts. Et Baptiston. Baptiston. Et je me sentais super concerné. Pourquoi? Bah parce que c'était ma région. Et à partir du moment où c'était ma région, je me sentais concerné et j'avais l'impression qu'on défendait mes couleurs, les couleurs de ma région. Donc c'est les miens. Je disais toujours c'est les miens. Metz, c'est les miens. C'est ma famille, ma grande famille. Et c'est devenu ma famille du football, quoi. Il y a cet attachement, cette appartenance territoriale, j'allais dire presque identitaire. Oui, complètement, c'est ça, c'est la connexion identitaire entre une équipe qui représente une région et tout un symbole, avec cette croix de Lorraine qui a aussi tout un symbole, hein, toutes ses valeurs. Et je m'attachais réellement à ces valeurs. Mon père m'a expliqué aussi beaucoup de choses sur le logo de l'époque, ce que ça voulait dire. Et je me suis réellement senti en eux. Et évidemment, par rapport à la situation géographique, avant tout, et l'histoire, la sidérurgie, les mines et usines, et puis moi j'ai vécu dans un quartier avec des sidérurgistes, des enfants de sidérurgistes, donc je me sentais réellement concerné par le FC Metz. Tu me racontais pour préparer cette émission, alors oui, je les voyais à la télé, c'était cette fenêtre ouverte un peu sur le monde, mais j'avais personne pour m'emmener au stade. C'est ça. Ça arrive plus tard, la première fois à Saint-Symphorien. Je rêvais d'y aller, mais j'étais à 30-35 km, mon père qui faisait les postes ne pouvait pas spécialement m'emmener, j'avais personne dans mon entourage, donc je regardais la télé, mais un jour, travaillant sur Metz, avant de partir au service militaire, j'ai eu l'occasion de venir. Et, là, tu es adulte, hein, tu as un peu moins de la vingtaine. Moi, j'ai 18 ans. 18 ans. J'ai 18 ans et j'ai l'occasion de venir au stade. Et, pendant 16 ans, tu es fan du FC Metz si tu viens au stade. Et puis là, pour moi, c'était... explosion. Wow. C'est l'explosion parce que quand tu suis comme ça de près, tu arrives au stade et tu dis, mais c'est chez moi. Là, ce stade, c'est chez moi. Là, je me sens chez moi. Et c'est hallucinant parce que ça me le fait encore aujourd'hui, quoi. Quand j'arrive, aujourd'hui, moi qui ai parcouru quand même une trentaine de pays dans le monde, j'arrive à Saint-Symphorien, je fais bienvenue à la maison. Et j'ai habité 22 ans sur Paris. Quand j'avais l'occasion de venir voir les matchs ici du FC Metz, j'allais au Parc des Princes, mais quand je venais ici à Saint-Symphorien, là je me disais je suis à la maison. Et j'ai eu plusieurs interviews aussi de médias parisiens qui me disaient mais vous, dans le sport, vous suivez le FC Metz. Quelle différence il y a entre le Parc des Princes et Saint-Symphorien? Et je leur disais souvent, Saint-Symphorien, c'est chez moi. Et quand les gens me regardent, ils ont un sourire plutôt sympa et gentil. Par contre, à Paris, on ne te regarde pas et quand on a un sourire, c'est très rare. Ouais. Donc voilà, c'est ça la réelle différence entre Saint-Symphorien et le Parc. Alors, il y a ce premier match. On est très précisément... dans cette saison, dans la fin de cette saison 1986-1987, un match entre Metz, c'est intéressant que tu parles de Paris, entre Metz et le Matra Racing, qui était un peu, toute proportion gardée, le PSG de l'époque, c'est-à-dire que le groupe Matra avait mis des fonds, des moyens pour développer ce club, ça n'a pas vraiment fonctionné, ça n'a pas duré dans le temps, toujours est-il qu'ils étaient en première division à ce moment-là, et dans ce match, côté messin, il y a un joueur que tu connais, mon cher Jean-Michel, qui participe lui aussi à l'émission Le Graoli Mag et qui t'a fait parvenir un petit message.
Jean-Michel, il paraît que le premier match que tu as vu à Saint-Symphorien, c'est en 86-87 et c'était FC Metz contre le Racing de Paris. On a perdu 2-0, comme on perdait quasiment jamais à Metz, je me rappelle plus de ce match. Voilà, j'ai aucun souvenir de ça, cette défaite. On devait perdre un match par an à Metz et c'était celui-là, mais je m'en souviens pas. Par contre, je me souviens de l'équipe. Entre Ettore, Kasten, Zapia, Pau, Cotaviani, Bracconi, Black, Michiche, Markov, Lopez, Ponce, on avait franchement Colombo, on avait franchement une équipe sympa qui a fait vibrer du monde et qui a gagné la Coupe de la Ligue et la Coupe de France 2 ans après. Donc c'est bien que tu aies eu pour référence cette période-là parce que tu as vu de très très bons joueurs. Je te souhaite une bonne émission et j'espère que tu n'oublieras jamais tous ces joueurs. Bon, sympa Bernard. Merci Bernie. Alors, ce qu'il ne dit pas, parce qu'il est modeste, évidemment c'est pas le cas, c'est que c'est l'année où il fait meilleur buteur. Exact. Avec 3 buts inscrits. Hein, voilà. Non, il marquait souvent, je crois qu'il a 18 buts. 18 buts, ça exactement. C'est vrai. Plamen Markov, qui m'avait impressionné avec Bernard au milieu de terrain. Parce que Bernard, il était, c'était un 9,5. Il n'était pas attaquant pur. Hein. Non, c'était un 9,5. Je le revois encore distribuer des ballons, et puis notamment sur des appels de Carmelo sur l'aile. Il y avait aussi Michiche, effectivement. Et oui. C'était une équipe incroyable. En fait, ils ont perdu 2-0, mais je pense que ça faisait partie des rares défaites. Pour le coup, Bernard a raison, puisque le club, cette année-là, termine à la 6e place. Oui, c'est ça. Belle saison réussie par le FC Metz. Alors là, on est dans le 2e tiers des années 80. Après, voilà, on l'a vu tout à l'heure en examinant un petit peu ton parcours. Tu pars à l'étranger, tu te développes dans cette carrière, tu visites beaucoup de pays, tu travailles beaucoup à l'étranger. Comment tu continues à suivre l'actualité, les résultats du club et de l'équipe ? Alors c'était compliqué à l'époque puisqu'il n'y avait pas les outils d'aujourd'hui, c'est-à-dire Internet, iPhone, tout ça, ça n'existait pas. Alors j'avais la chance. C'est toujours pareil, dans les hôtels, il y a TV5 Monde. Ouais. Et donc, je me tapais des émissions merdiques jusqu'à attendre les informations à la fin. Mais encore fallait-il que Metz performe aussi. Non, parce que c'était les résultats de la Ligue 1. Ouais. Et j'attendais les résultats de la Ligue 1, donc c'était, j'attendais. Je me revois dans mon lit en train d'attendre. Ah, résultat de la Ligue 1. Et puis là, voilà, c'est comme ça que je voyais un petit peu où les Messins en étaient. Mais souvent, c'était des résultats positifs, quoi. Mais en tout cas, voilà, le lien a toujours perduré. Tu t'es toujours intéressé. Toujours. J'ai jamais. Je connais toutes les périodes du FC Metz. J'ai toujours été, mais vraiment très très proche. Comment c'est vécu dans cet univers professionnel, Jean-Michel, ton amour pour le foot et a fortiori et plus particulièrement pour le FC Metz? C'est déroutant, c'est vu d'un mauvais œil d'une certaine manière ou c'est caricatural de le présenter comme ça? Non, c'est pas caricatural. Imaginer que ce sont quand même 2 univers qui s'entrechoquent, là, qui n'ont pas grand-chose à voir. En fait, dans la mode, c'est n'importe quoi le football. Hein. Ouais. C'est sport de bourrin, buveur de bière, gros. Le côté beaufisant. Voilà, le beauf, quoi. Ouais. Voilà. Mais bon, après moi. À la limite, je m'en foutais un petit peu de ce que les gens de la mode pensaient. J'ai travaillé beaucoup dans la mode. Je m'en foutais un petit peu. L'idée, c'était aussi de discuter de ça avec des clients qui étaient journalistes sportifs. Je vais en citer un qui me suit depuis des années, c'est Hervé Matou, qu'on connaît très bien. Hervé, je l'ai encore eu cette semaine. Avec lui, j'étais enrichi en football. Là, je sortais un petit peu du contexte coiffure, mode, où ils s'en foutent complètement et c'est vu comme des beaufs, quoi. Voilà. Tu es revenu aujourd'hui donc à Metz depuis 5 ans maintenant. Tu retournes au stade, tu en profites justement pour venir à Saint-Symphorien régulièrement? Je suis abonné, tout simplement. Quelle tribune? Alors je suis juste là avec les supporters. Donc en tribune ouest? En tribune ouest, ouais. Je suis un petit peu, je les observe, ils me font bien rire et ça me change les idées. Et parfois je me lève avec eux et je soutiens l'équipe parce que j'ai besoin. Dans les semaines, j'ai quand même malgré tout des semaines assez intenses. J'ai gardé quand même pas mal de voyages. Et quand arrive le vendredi ou le samedi, ça me fait du bien, ça me défoule. J'étais un petit peu dans cette tribune. Avant, j'avais un abonnement, Tribune Sud. C'était bien, mais je préfère vraiment la vraie ambiance. Vivre, mettre le maillot, vivre. Dans les champs, les champs les odeurs de fumigène parfois. C'est ça. Et ça me plaît énormément. Et en plus, c'est des gars qui sont super sympas, qui se
donnent à fond pour le club. On voit que c'est des passionnés, c'est des mecs. Alors on dit ouais, bof, bof. Non, non, je suis désolé, il y a des gens qui, intellectuellement parlant, ont un grand niveau et sont là comme moi pour se défouler. Et qui ont leur passion à eux. Exactement, exactement. Eh ben, on salue effectivement la Horda Frénétique en Est, la Groupa. Nous c'est la Groupa, mais on salue notre écho qui est juste en face. Bah, de toute façon, il y a les échanges de FCMS d'une tribune à l'autre. On en sait plus maintenant sur ce lien entre toi et le FCMS, entre le FCMS et toi, Jean-Michel. On va passer à tes coups de cœur personnels avec, pour commencer, un joueur. Alors là, on va dire que ça fait appel à tes racines italiennes. Pour être tout à fait honnête, ça aurait pu être un immense coup. Ça s'est transformé en gros acte manqué quand même. Je parle de Michele Padovano. Alors, le contexte est simple. On est post-année 98, cette année où le FCMS termine deuxième. Plus de Pires, plus de Rodriguez. Carlo Molinari va chercher Michele Padovano qui joue peu à Crystal Palace, mais qui reste sur une Ligue des Champions et un Scudetto avec la Juve à ce moment-là. Et la suite, on la connaît, Jean-Michel. Il se pète le genou, on va le dire de manière triviale, mais voilà, il se fait les croisés dès son premier entraînement, alors qu'il n'a pas encore signé son contrat. C'est ça. Mais alors, pour la petite histoire, un matin, je me lève. J'habitais Terreville, j'avais un appart à Terreville. Je me lève, j'allume tout de suite la radio, c'était une radio locale, et j'entends Michele Padovano. Et t'y crois pas? Et j'y crois pas. Je fais non, c'est pas vrai. Je l'ai vu à la Juve et tout. Je fais waouh, je saute de joie parce que je connais le joueur, je connais sa puissance, sa force, sa technique. Et je me dis ça va nous faire un bien fou, quoi. C'est énorme. Merci Carlo, merci. Et il se fait les croisés, mais on le garde, quoi. On le soigne, on le remet sur pied. Et je suis impatient, moi. J'ai vraiment envie de le voir arriver. Et je me souviens, mais vraiment, j'étais devant ma télé, comme si c'était hier. Strasbourg, qui arrive, un Saint-Symphorien, et entrée de jeu de Michele Padovano. Et il leur a mis la misère, il n'a pas marqué. Mais il a fait des actions, il a fait un poteau, il a fait une barre, mais il a été extraordinaire. Et là, j'ai dit, waouh, là, on a quelqu'un de bien. Et ensuite, le match référence qui m'a... Marseille ? C'est Marseille. C'est Ravanelli d'un côté qui marque sur une action, sur une passe, un petit contre, et Padovano qui... Un coup franc. Un coup franc qui met dans la lunette, qui enlève la toile d'araignée juste derrière. Là, je me dis, il est très très fort. Et un jour, contre Troyes, il se fait tacler. Alors, le nom du joueur, je ne me souviens plus réellement. Et là, c'est fini, quoi. Il part, il est sur civière, on ne le revoit plus. Mais là, je chiale comme un gosse. Parce que vraiment... Parce qu'on y croyait. Voilà, c'était clinquant, mais voilà, sportivement... Pas idiot, il avait 32 ans. Voilà, c'était intéressant pour lui de venir à Metz. Voilà. Absolument. Et ça a été réellement... Bon, j'en ai eu bien d'autres. Mais ce coup de cœur-là, il m'a réellement marqué. Alors, il marque quand même 4 buts en 9 matchs sur la saison suivante, puisqu'il lui faut une année pour se retaper après cette grave blessure. C'est un acte manqué, comme il y en a plusieurs quand même dans l'histoire du FCMS. Est-ce que tu dirais, si on élargit un petit peu le spectre, que quand tu aimes ce club, tu dois aussi savoir que tu vas souffrir d'une certaine manière? Mais c'est une réelle souffrance. Chaque saison, c'est une réelle souffrance parce que, d'une part, on fait partie des clubs avec des budgets très serrés. On a eu une période où la Solac était notre sponsor et on pouvait se permettre d'avoir quand même des équipes avec un contenu. Bernard me l'a souligné il y a quelques instants. Quand on regarde l'équipe, effectivement, un Plamen Markov, international bulgare, qui ensuite a été d'ailleurs le sélectionneur. Mais il y avait du contenu. Il y avait Eric Black, waouh. Mais après les années 2000, effectivement, quand la Solac a terminé son sponsoring, et quand intervient la première relégation. Et là, là c'est foutu. Et là, tu t'apprêtes réellement à venir au stade et à souffrir, à serrer les dents, à souffrir. Bon, alors, on est habitué, mais on souffre quand même énormément ici. Mais on souffre, mais on aime ça. Il y a ce lien un peu romantique finalement avec ce club. Oui, quand même. Il y a un attachement. Un amour déçu parfois, de la joie et de l'euphorie à d'autres moments. Alors moi, j'ai des potes, des clients proches qui me disent c'est fini, je m'abonne plus, j'y vais plus. Et ils m'ont déçu, qu'ils aillent se faire voir. Et l'année d'après, ils s'abonnent à Amazon et ils s'abonnent et c'est reparti. Voilà. Mais c'est comme ça, on aime ce club. J'avance un tout petit peu dans le temps, ou plutôt je recule, pardon. Oui. Puisque ta période un petit peu marquante, celle qui t'a donné des frissons, des émotions, c'est pas forcément pour le coup la plus clinquante, encore que, c'est la saison 90-91. Pour quelle raison, Jean-Michel? C'est le début
c'est le début d'un changement. Alors, il y a eu cette période où j'ai beaucoup aimé l'équipe avec Bernard, mais 90-91, bah, il y avait un François Calderaro devant qui jouait à Reims, qu'on a été chercher à Reims. Et c'était un joueur qui... moi, au début, il jouait pas. Il jouait pas. Il jouait avec l'équipe réserve. Et puis, quand il a commencé à être chaud, son moteur en marche, il nous a mis des buts incroyables, il était spectaculaire. Ce fameux ciseau retourné contre Nice, but sur un centre de Philippe. Centre de Philippe Insberger, décalé par un autre artiste, Alyosha Azanovic. Voilà, je voulais parler d'Alyosha, exactement. Là, c'était une équipe de rêve parce qu'on avait un milieu de terrain incroyable, on avait des défenseurs incroyables et on avait une attaque incroyable. Et je me rappelle, Alyosha, Philippe qui déborde, il centre et puis là, c'est le ciseau retourné incroyable qui passe sous la barre et poum, dedans. Mais il nous en a mis beaucoup, des buts relativement acrobatiques et très importants, très importants. Et le club finit 12e cette saison-là. Ce sera le cas 3 années de suite, jusqu'à cette période de la moitié des années 90, peut-être l'âge d'or le plus spectaculaire de l'histoire du club, avec une succession de places européennes, avec en point d'orgue cette saison 97-98. Mais effectivement, période marquante avec beaucoup d'artistes. Et 13 buts, je me le suis noté, Jean-Michel, pour Azanovic. Pas mal, hein. Qui était meneur de jeu. Ah, mais... Alyosha était un très bon tireur de coups francs. Tireur de coups francs, bien sûr. Donc le public chantait Alyosha dès qu'il y avait un coup franc. Et puis souvent, il faisait mouche, quoi. Et puis distillait des ballons incroyables. Mais de toute façon, Alyosha, c'était un buteur, puisque ensuite, à Cannes et à Montpellier, il faisait partie aussi des meilleurs buteurs. Hein. Et François Calderaro joue 2 saisons à Metz, 10 saisons sur la première, celle dont tu parles, et sur la suivante, 19, ce qui lui permet de signer au PSG. Exactement. Ensuite. Et il a fait les beaux jours ensuite de Toulouse, avec pareil des retournées acrobatiques, et il a continué. Mais c'était un attaquant qui était relativement puissant, un peu rablé, et qui on avait du mal à arrêter. Mais un petit peu dans l'esprit Mikotadze, on l'arrête pas comme ça, quoi. Avec des petites pirouettes après les buts. Exactement, c'est ces petites acrobaties. Cerise sur le gâteau. Ah oui. Pour terminer, Jean-Michel, le match référence pour toi, ou peut-être pas le match référence, mais pareil, le match qui t'a fait écarquiller les yeux. Là, on avance encore un petit peu plus dans le temps. On arrive donc à cette période qu'on a évoquée à demi-mot, cette saison 97-98. Et ce match contre l'Olympique de Marseille, nous sommes à la 28e journée. Le FC Metz s'impose 3-2, ouverture du score de Bruno Rodriguez, égalisation de Ravanelli. Et il y a ce deuxième but d'extraterrestre. Mais là, mais Rigaud, il part il était arrière gauche. Il part, il arrive, il se retrouve dans la surface de réparation, il prend le ballon et il nous fait une brésilienne, quoi. Ouais, aile de pigeon, contrôle orienté gauche, amorti de la poitrine, reprise et boum. Dans la lucarne opposée. Dans la lucarne opposée. Bon, il y a avec un petit coude. Avec un petit coude, mais. Ah oui. À la Rigobert, hein. Moi, j'ai rien vu. Voilà. Et c'était un match super spectaculaire et on a gagné contre l'OM avec un stade Saint-Symphorien rempli à ras-bord. Ça, c'est le match vraiment référence qui m'a fait waouh. Et je me suis dit à cette époque, on a quand même quelque chose à faire avec cette équipe. Est-ce que tu as le sentiment sur ce match-là que le FC Metz de ce moment-là, de cette époque-là, avec cette équipe-là, marchait sur l'eau, quoi. Oui. On a l'impression que rien ne pouvait se passer. Mais rien ne pouvait se passer. D'ailleurs, plus tard, après, quand je suis parti sur Paris, j'ai eu l'occasion de rencontrer des joueurs qui ont joué contre le FC Metz. Et ces joueurs-là me disaient, écoute, toi, t'es de Metz. Écoute, quand on est arrivé, je peux te dire que dans les vestiaires, on la menait pas, quoi. On se disait, ouais, qu'est-ce qui va nous arriver encore ? Et puis il me dit, puis il faisait froid, le terrain était souvent. Il me disait, mais comment les mecs ils faisaient pour tenir alors que nous on se cassait la gueule tous les 5 minutes. Et à l'époque, on faisait très peur à l'adversaire. Et il y avait cette ferveur, ce stade, tu l'as dit, où les tribunes sont proches de la pelouse, stade à l'anglaise, on le sait, avec cette architecture qui est propre au stade Saint-Symphorien. Et qui faisait peur à l'adversaire, avec cette équipe-là qui était monstrueuse. C'était une vraie fierté pour nous, les supporters, d'entendre ça. On se disait, attendez les gars, vous n'allez pas venir comme ça, tranquille. Non, c'était très compliqué pour beaucoup de grandes équipes de venir s'imposer ici. Là, on est en 1998, nous sommes en 2023 au moment où on parle, c'était il y a 25 ans. Cette deuxième place, on le rappelle peut-être pour les plus jeunes, mais sans doute le savent-ils, ça se joue à une différence de but moins favorable par rapport à Lens, 5 petits buts. C'était il y a 25 ans. Lens, justement,
vient de terminer 2e de Ligue 1, alors que personne ne les attendait là, peut-être éventuellement premier tiers, mais pas 2e. Est-ce que tu me vois venir, Jean-Michel? Est-ce que le FC Metz, dans un avenir, je ne sais pas, moyen terme, plus long terme, est-ce que le FC Metz peut réussir à nouveau à performer dans ces eaux-là? Compliqué, c'est le souhait d'entendez, moi je le souhaite de tout cœur. Mais quand on voit Lens qui, en 2020, avait le même budget que nous, et le parcours qu'ils ont réussi à faire, bon, on se dit, c'est possible, mais bon, est-ce qu'à Metz, on a réellement envie de le faire déjà? Il faudrait déjà nous stabiliser. Déjà, parce que là, c'est 6 yo-yo, je crois. Il y a eu 5 montées depuis la montée du National à la Ligue 2. Donc là, on monte, je suis super content, mais je suis heureux. Mais maintenant, que va-t-il se passer? Parce que, bon, je pense que tout le monde en a un petit peu marre du yo-yo. On le dit haut et fort, on aimerait cette fois-ci se stabiliser. Mais pour de bon, parce que souvent, le club le dit, oh, on a envie de stabiliser et on redescend. Donc, bon, je pense qu'il faut travailler, trouver... c'est les joueurs, hein, c'est tout. Hein. Il faut trouver les bons joueurs, le flair. Après, on dit les budgets, effectivement, mais il faut être malin. Des prêts, des joueurs qui sont en fin de contrat, des choses comme ça. Par contre, il faut travailler pour ça. Il faut travailler, se repérer, voyager, aller voir dans les autres championnats et voir des petites perles. Et je pense que c'est comme ça que Lens s'est refait la cerise. Et une toute dernière chose, en tout cas, si on fait le parallèle avec cette saison folle 97-98, là, on a quand même vu sur les dernières semaines de cette saison en Ligue 2 une ferveur qu'on n'avait pas plus vue depuis quand même très 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 longtemps. Là, c'est quand même un élément d'espoir, un motif d'espoir. Mais carrément, je l'ai dit souvent au Graouli-Mag, on est une région de foot. Mais de plus en plus, il y a un attachement avec le club. Et, qui plus est, le public est quand même vachement gentil avec l'équipe et bienveillant. Pourquoi? Parce que j'ai connu, moi, à la mi-temps où c'était moyen et ça sifflait, quoi. Moi, j'ai plus entendu siffler. J'ai vu des passes en retrait, le public applaudissait. Mais ça, il y a 20 ans, mais il se faisait siffler. Donc, il y a vraiment une bienveillance, il y a un amour aussi pour ce club, pour ce stade, pour cette équipe. Donc là, il faut en profiter parce que des soirées comme le vendredi où on a eu cette victoire contre Bastia, on aimerait en revoir d'autres en Ligue 1. Parce que c'est la fête, parce que les gens sont heureux, on sent un amour aussi, parce qu'il n'y avait pas du tout j'ai pas vu d'agressivité, on a senti vraiment un lien fort entre les supporters et ils voulaient vraiment donner beaucoup de cœur à leur équipe et l'équipe leur a rendu avec cette montée. Donc ça, on aimerait le voir plus souvent. Rendez-vous la saison prochaine pour le savoir. En tout cas, on sera en tribune sud. Tu viendras nous voir depuis la tribune ouest. Alors, avec grand plaisir. C'était très intéressant de t'écouter. Merci beaucoup, Jean-Michel. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt pour un prochain numéro de Mon Graouli à moi.